Laetitia Elouette, bonjour, bonjour. Bonjour et merci pour cette invitation. Merci. Insolite, ma foi. Insolite. Merci beaucoup de me recevoir et merci de m'offrir quelques de vos minutes dans votre emploi du temps très chargé, surtout en cette fin d'année. Alors je vais vous dire, ce sont aussi ce sont des moments privilégiés puisque là vous m'amenez vers des terrains finalement sur lesquels je vais peu. Et donc je suis assez curieuse de commencer cet échange avec vous. En tout cas, c'est avec plaisir que je passe ce moment voilà, que je vous disais insolite et je pense très riche. Merci infiniment, Voilà. Laetitia Elouette, merci beaucoup. Je voudrais commencer par une citation d'Oprah Winfrey, Ah, que vous avez sans doute écouté ses interviews, mais je ne suis pas comme elle. Mais voilà ce qu'elle souligne. Je suis une femme en processus. J'essaie juste, comme tout le monde, j'essaie de prendre chaque conflit, chaque expérience et en tirer des leçons. Pour moi, la vie n'est jamais ennuyeuse. Et vous, Laetitia Alouette, si vous deviez vous présenter, qui êtes-vous? alors je peux répondre sur la citation d'Oprah Vous Winfrey pouvez. parce que dans le fond, ça me donne l'occasion aussi. Je me reconnais assez dans la citation. Donc vous l'avez bien vu, bien choisi. Pourquoi je me reconnais? Parce que elle parle de mouvement. C'est-à-dire que cette femme qui a un succès, une reconnaissance incroyable, continue à se vivre en fait comme quelque chose où la transformation continue. Et ce que je connais de sa vie aussi, c'est que c'est une vie où elle a eu des conditions de démarrage dans la vie, ce qu'on n'appelle pas forcément facile, et que c'est une femme qui a franchi les étapes. Dans la manière dont elle a franchi les étapes, il y a eu beaucoup de détermination. Je pense aussi beaucoup d'émancipation du regard qu'on pouvait porter sur une femme noire en matière de réussite et du regard sans doute qu'elle devait elle-même porter sa légitimité en fait à être dans des sphères de plus en plus élevées. Je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Et ce qui me frappe dans son parcours, et ce que j'essaye de faire aussi, c'est faire en sorte qu'une réussite individuelle ne soit pas un cas isolé. Elle a une réussite qui est atypique. Une femme noire qui réussit à un niveau aussi important aux États-Unis, c'est rare. Mais ce qu'elle fait, c'est par son témoignage, il y a une dimension de rôle modèle qu'elle assume, et il y a aussi des dimensions de projet, en fait, de projets d'accompagnement de jeunes prometteurs et qui n'ont pas forcément les bagages sociaux et en termes de ressources et de réseaux, de pouvoir les aider. Donc évidemment, j'ai pas du tout le niveau d'Oprah Winfrey, mais sa manière de voir la vie, c'est-à-dire de se dire, nous sommes sur des étapes. Et je crois qu'elle dit aussi, c'est pas dans la citation, que ce qu'elle est aujourd'hui, elle le doit autant à ses réussites qu'à ses échecs. C'est ça. Que dans le fond, on ne perd pas, comme dit Nelson Mandela. On apprend, je gagne, j'apprends. Et je pense que vraiment ça lui ressemble. Et que cette dimension d'être dans une réussite que l'on met au service d'un collectif, voilà. Alors peut-être pour certains ça peut prêter un peu à un exercice narcissique, mais moi c'est pas comme ça que je la vois. Il y a quelque chose de très décomplexé et quelque chose finalement aussi de très joyeux. C'est une femme à qui il est arrivé des choses dures, et ce qui est assez intéressant quand on la voit, c'est qu'il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de joie, de vitalité, et une envie en fait de s'inscrire dans une aventure collective. Voilà, donc je réponds à cette citation d'Oprah Winfrey parce que dans le fond, elle m'intéresse. Elle m'intéresse aussi parce que on m'a posé la question régulièrement de qu'avez-vous comme rôle modèle quand vous étiez plus jeune. Alors moi, je me commençais à citer Simone Veil, Robert Badinter, et parce que tout simplement, je ne connaissais à l'époque, quand j'étais jeune, et que sans doute l'identification vers des rôles modèles aurait pu m'aider, je ne connaissais aucune personne qui, finalement, qui me ressemblait. C'est-à-dire, je suis la première à penser que on peut évidemment se reconnaître et avoir quelque chose d'extrêmement fort comme lien d'entraînement avec une personne qui n'a pas son parcours, pas son origine, pas sa couleur de peau, évidemment. Mais quand on en a quand même quelques-unes, ça aide aussi. Le fait d'avoir des rôles modèles qui ont toutes les incarnations à tous les niveaux de la société, je pense que ça aide tout le monde. Donc si je résume, pour reprendre la citation d'Oprah Winfrey et peut-être répondre plus directement à votre question, ce que je suis, c'est une Française, je me sens très française, née à l'étranger comme beaucoup de Français, qui a grandi dans un milieu très modeste, voire pauvre, qui, je pense, dans mon parcours, j'ai eu deux chances. La première, c'est l'école républicaine.
voilà, vers laquelle j'ai la plus grande gratitude. La seconde, ce sont des rencontres. Des personnes qui, à un moment, m'ont tendu la main et j'ai pris ces mains tendues et qui m'ont aidé étape par étape. Et c'est ce que je suis aujourd'hui. C'est à la fois voilà, le fruit de cette école républicaine, de ces rencontres, le fruit de certains échecs, aussi des choses que j'ai pu tenter que je n'ai pas réussi. Et finalement, au bout du compte, une vie professionnelle particulièrement épanouie. Voilà. Une vie aussi sur la question de ma différence, je vais l'appeler comme ça, c'est-à-dire la chance que j'ai eue de pouvoir être très vite en fait dans des filières d'élite, mais le fait d'être souvent seule à représenter la diversité dans ces filières d'élite, ça me donne aujourd'hui deux choses. Déjà, j'allais dire, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement être le modèle, mais montrer que c'est possible. C'est-à-dire montrer que accéder dans des fonctions où finalement on ne nous attend pas, personne issu de la diversité, peut-être personne issue de la diversité est femme, c'est possible. Et pas seulement le faire en fait en prenant la parole, c'est important l'incarnation, mais aussi le faire en m'impliquant dans des actions concrètes. Voilà, moi je suis très heureuse de ce que je fais. Je serais encore plus heureuse si d'autres pouvaient en profiter. D'accord. Voilà. Ouais. Je vais rebondir sur plusieurs points que vous avez évoqués à l'instant. Mais cependant, quelle est votre plus belle qualité? Non pas comme les autres vous voient, mais pour vous, qui êtes-vous par votre plus belle qualité? Ah, dites pas, elle n'est pas simple la question. J'ai le sentiment que ma plus belle qualité, alors je m'appelle Laetitia, Laetitia ça veut dire la joie. La joie. Et j'ai une sœur qui s'appelle Laetitia. Voilà, et j'ai le sentiment que cette joie, à la fois, elle m'a toujours, c'est une source de résilience et c'est une source de lien à l'autre, où on regarde en fait et on se met en relation à l'autre dans ce qu'on est capable d'apporter de mieux. D'accord. Donc voilà, cette joie qui, je pense, me caractérise souvent. Voilà, il y a des moments où personne n'est parfait, peut-être qu'à certains moments elle est peut-être un peu moins présente, mais c'est quelque chose, une forme de vitalité et d'état d'esprit qui, je pense, me ressemble assez. Et moi, je pense que la joie, c'est tout sauf naïf, en fait, dans ce que ça permet. Ça permet un rapport à l'autre, je le disais, où on aborde, en fait, la vie à la fois en essayant de mettre en avant ce qu'elle a de meilleur, ce qu'elle a de jouissif, si possible, et en même temps, dans la joie, c'est, je pense, une puissance de transformation du réel. Parce qu'elle permet d'inscrire aussi son énergie dans un collectif. Souvent, on est joyeux tout seul, mais on est encore plus joyeux quand c'est une joie partagée. Et ce qu'on est capable de faire en sorte, quand il y a ce moteur, ce qu'on est capable de faire ensemble, pardon, quand il y a ce moteur de la joie, me semble assez puissant. C'est hyper intéressant, Laetitia Alouette, ce que vous dites, parce que vous parlez à l'instant des liens, des rencontres. J'aime beaucoup ce mot rencontre, parce que la rencontre, c'est à la fois aller vers l'autre et avec l'autre. Vous êtes une femme, vous avez été, et vous en parliez dans vos précédentes interviews, la seule femme de votre époque à la Cour des comptes. Quelle définition, Laetitia Alouette, donnez-vous de la femme? Qu'est-ce qu'une femme pour vous? Alors, j'avais envie de répondre à ce qui était une remarque dans ce que vous avez dit, pas forcément la question de fin, mais j'essaie de répondre à votre question. Une femme, c'est ce que je suis, c'est un genre. C'est aussi pour moi un sujet d'altérité, c'est-à-dire que ce genre, il définit aussi des manières de penser, des modes de faire qui peuvent être différents et qui du coup nous inscrivent, quand on peut mettre en place une complémentarité, pour moi forcément une synergie positive. C'est à la fois un état physique, organique, c'est aussi une expérience sensible qui en découle, et une expérience sensible singulière par rapport à l'autre genre. Et donc moi, ce qui m'intéresse, c'est le rapport à l'autre. C'est-à-dire qu'on a parlé de diversité, maintenant vous me parlez du genre, je parlais de diversité d'origine, la parité. Les deux points communs pour moi, c'est que cela définit un mode de relation à l'autre, des valeurs en fait dans la vie collective. Et moi, les valeurs que je porte, c'est non pas la supériorité d'un genre par rapport à l'autre, la supériorité évidemment d'une communauté ou d'une origine par rapport à une autre, mais c'est l'intérêt et même l'impératif besoin que nous avons de reconnaître l'autre dans ce qui fait commun, parce que les hommes et les femmes ont des points communs.
les personnes, quelle que soit l'origine, ont leurs points communs, mais que cette différence ne soit pas vue comme une gêne ou comme un obstacle, ou comme parfois un rapport de force, mais que cette différence s'inscrive justement dans une altérité beaucoup plus riche, démultipliée et accueillante. Je suppose que vous serez d'accord avec la définition que donne Baudelaire de la femme, qui souligne: une femme est sans doute une lumière, un regard, une invitation au bonheur, une harmonie générale, non seulement d'une allure, mais dans les vastes et chatoyants nuées d'étoffes dont elle s'enveloppe et qui sont les attributs et le piédestal de sa divinité. Alors, je trouve que ça résume d'une certaine manière. Au risque de comment dire ça, peut-être de mettre un peu de piment dans la conversation, je suis pas tout à fait d'accord. Je suis pas tout à fait d'accord parce que ma vision de la femme, c'est que si l'émancipation existe, on ne peut pas vouloir l'émancipation et garder le privilège. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose quand même dans la citation de Baudelaire qui est extrêmement beau, extrêmement élégant, mais qui renvoie aussi à l'éternel féminin, c'est-à-dire des attributs physiques, le sentiment que par rapport à un homme, il y a cette paix ou ce calme, cette volupté. Donc je trouve ça tout à fait magnifique. Ces vers sont magnifiques, mais moi ce qui m'intéresse, c'est justement ne pas être ni chosifié, ni catégorisé dans ce qui peut, à mon avis, dans la citation de Baudelaire, aussi être vu comme un peu de stéréotype. Oui. Voilà. D'accord. Je suis assez pour l'égalité des positions. Alors on va en parler. Je vous donne juste un petit clin d'œil. Hein, c'est le rapport parfois à la courtoisie, ce que certains appellent l'élégance. Moi, je fais partie volontiers des femmes qui offrent le restaurant à un homme. Ça ne me pose absolument aucun problème. Il a pu m'arriver d'offrir des fleurs à un homme. Et je n'ai pas l'impression de remettre en cause son genre. C'est accepter, en fait, et élargir les expériences qu'on peut avoir en étant peut-être moins figé par des stéréotypes. Ce qui n'empêche pas de concevoir pour sa fiancée un magnifique week-end avec un beau bouquet de roses, mais je pense que il y a ce geste, mais que ce geste il est intéressant, il a d'autant plus de force qu'il n'est plus enfermé dans des normes rigides. On va reparler de tout cela parce que je voudrais Laetitia Lehote, revenir, en tout cas aborder votre fonction, puisque je rappelle, vous êtes directrice générale de l'école des hautes études internationales et politiques et du centre d'études diplomatiques et stratégiques. Alors ces mots m'intéressent beaucoup parce qu'à la fois, pardonnez-moi, ils sont peut-être un peu pompeux, ils sont beaux, ils sont élégants, pour reprendre l'expression d'élégance que vous utilisez à l'instant. Cependant, je résumerai avec un seul mot peut-être, avec deux mots, la diplomatie et la politique. Laetitia Lehote, pouvez-vous nous dire quelle définition donnez-vous de la politique et du politique? Alors je vais commencer par le politique. Le politique, pour moi, c'est tout à l'heure, j'ai employé l'expression ce qui fait commun. Oui. C'est la vie de la cité. Pour moi, le politique, c'est pour quelle valeur, pour quel objectif, dans quel cadre nous vivons ensemble. Voilà. Qu'est-ce qui nous meut au-delà de nos parcours individuels, de nos chemins spécifiques. Qu'est-ce qui nous meut et qu'est-ce qui nous définit en tant que peuple? La politique, là on est sur quelque chose de, pour moi, beaucoup plus... on est sur l'opérationnalité. Je pense que pour moi le politique, c'est du point de vue des valeurs et de ce qui fait de nous un peuple caractérisé par une histoire, des valeurs et une vision aussi, je l'espère, prospective de là où nous devons aller ensemble. La politique, pour moi, c'est les modalités. C'est comment est-ce qu'on construit par rapport à ces valeurs, par rapport à cette vision qu'on a du bien commun, les meilleurs choix, les meilleurs projets pour porter ce projet de vivre ensemble. Pour moi, la politique est au service du politique, en fait, en tant que horizon ultime, en fait, de ce que nous sommes dans la vie de la cité. Et c'est ce que dit Aristote, finalement, que le politique doit être au service du bien commun, et il souligne que le bien commun, lui, c'est le bonheur suprême. Autrement dit, le politique doit donner
doit servir le citoyen pour le bonheur suprême. Laetitia Loët, est-ce que vous y croyez vraiment? Est-ce que vous croyez vraiment? Pourquoi je pose cette question? Parce que... Alors, est-ce que je crois vraiment en quoi? Voilà, c'est pour ça que je vais spécifier ma question. Est-ce que vous croyez vraiment, et je vais l'expliquer, mais est-ce que vous croyez vraiment que le politique actuel, ou on va dire la politique actuellement, est vraiment au service du bien commun et apporte un bonheur aux citoyens? Pourquoi je pose cette question? Parce que de plus en plus de citoyens que nous sommes ne croient plus dans la politique. Et c'est ce que dit George Orwell, qui souligne: le discours politique est destiné à donner au mensonge l'accent de la vérité, à rendre respectable et à donner l'apparence de la solidarité à un simple courant d'air. Moi, je me pose cette question. Vous avez une grande fonction, Laetitia Loët, au service du bien commun. Mais est-ce que vous y croyez vraiment? Moi, j'y crois. Je commence par dire que j'y crois et je vais vous dire ce que je mets dedans. Pour moi, en fait, cet horizon politique que Aristote définit dans un idéal d'épanouissement, de bonheur, dont vous parliez, bien suprême, le bonheur. de bien suprême, c'est aussi dans le fond, si on renvoie ça à la dimension individuelle, c'est croire au pouvoir, en fait, d'agir, au pouvoir d'agir et de faire ensemble. Et moi, je continue à penser que nous avons un pouvoir et une capacité à agir. Là où, me semble-t-il, qu'il y a un problème aujourd'hui, c'est que je pense que beaucoup d'hommes politiques, dans leur approche, sont peut-être, j'allais dire, manque d'ambition, je vais prendre ça comme ça, pardonnez-moi l'expression, dans leur vision, en fait, de ce que nous pouvons faire ensemble. C'est-à-dire, je pense que nous pouvons définir un horizon qui n'est pas que pragmatique. Et moi, j'ai parfois le sentiment que beaucoup d'hommes politiques additionnent des décisions pragmatiques et que c'est l'addition de ces décisions pragmatiques qui, pour eux, font le dessin politique au sens d'orientation. Mais de mon point de vue, le premier sujet, c'est qu'avons-nous à faire ensemble? Qu'avons-nous à faire ensemble par rapport à l'histoire qui nous a construit, qui nous a amenés jusqu'ici? Qu'avons-nous à faire ensemble par rapport aux valeurs que nous partageons? Et qu'avons-nous à faire par rapport à ce que nous voulons dessiner comme avenir? Et le reste, le pragmatisme, les actions pour permettre en fait cet horizon viennent après. J'ai parfois le sentiment, et de plus en plus, qu'on décline en fait ce politique de manière très segmentée, sur des axes spécifiques, il faut faire ceci, sur telle politique, il faut faire cela, mais pourquoi faire? Au service de quelle vision de la France aujourd'hui? Oui, et pour moi, vraiment, pardonnez-moi, hein, mais cette dimension, en fait, de rappeler, vraiment d'inscrire notre façon de faire, après d'agir, mais sur un socle, une vision et des valeurs, moi, je le sens beaucoup moins aujourd'hui que je ne le sentais peut-être quand j'étais plus jeune et que je ne le sentais dans les fondations en fait républicaines quand on écoute les discours des grands tribuns de la Troisième République. Le socle est là, la foi est là, et j'allais presque dire la mystique est là, parce que ce qui meut un peuple, c'est aussi la mystique, c'est aussi le symbole, c'est-à-dire c'est aussi dans le fond, au-delà du réel, notre envie d'aller ensemble dans la même direction. Oui, alors vous utilisez un mot assez métaphysique, la mystique, qui peut être vue de manière à la fois religieuse et à la fois, comme vous dites, au-delà du réel. Il y a une mystique républicaine. Hein. Oui, mais alors voilà, j'allais vous poser cette question. Comment définissez-vous cette mystique républicaine? Parce que finalement, qu'est-ce qu'il y a au-delà du réel? Alors, est-ce que je dis au-delà du réel ou je reviens en fait à ce triptyque fondateur, liberté, égalité, fraternité? Voilà. Dans le fond, est-ce que là, on n'a pas une exigence et une mystique en même temps extrêmement forte? La liberté n'est pas donnée, la liberté est quelque chose, on parlait tout à l'heure de Oprah Winfrey, je pense qu'on apprend aussi à s'émanciper de soi-même et de ses biais, rien que ça, c'est une liberté. On apprend, avec la liberté vient aussi une responsabilité, voilà, rien n'est donné. L'égalité, c'est aussi accepter en fait qu'on pourrait se contenter ou accepter comme d'autres régimes
des inégalités naturelles, des inégalités dans la répartition des ressources. Là, le primat qui est donné dans le cadre républicain, c'est de se dire que sur un certain nombre d'aspects, notamment les droits fondamentaux, cette liberté est absolument incontournable. Et on le fait au moment où l'histoire de France, sur un temps très long avant la Révolution française, n'était pas dans ces principes-là. Donc on affirme des principes qui sont nouveaux, on affirme des principes aussi qui sont exigeants, parce que cette égalité, elle suppose aussi une action finalement assez spécifique et aussi assez forte de l'État. Et la fraternité, de la même façon. La fraternité est pour moi aussi à la fois une valeur, et une valeur qui devient presque une mystique, parce que c'est qu'est-ce qui fait que, alors que nos intérêts particuliers sont ceux auxquels on pense en premier, nous arrivons à trouver les moyens, les ressources pour s'ouvrir aux autres et même faire avec eux et considérer que faire pour eux, c'est finalement naturel et c'est même essentiel pour que notre société soit à la fois conforme aux valeurs et sans doute plus forte aussi. C'est passionnant, Laetitia Alouette, ce que vous dites. Cependant, permettez-moi de rebondir sur votre... Nous sommes là pour ça. Exactement. Et moi, je ne suis pas habituée à avoir des interviews philosophiques. Donc là, vraiment, vous avez mes réponses tout à fait spontanées. Mais elles sont géniales. Ce sont des réponses géniales. Mais je reprendrai quand même sur la liberté et la réponse. Vous venez d'utiliser le mot responsabilité. Dans le mot responsabilité, en effet, vous avez le mot réponse. Dans votre fonction à la tête de l'établissement que vous dirigez, Laetitia Alouette, quelle est la réponse que vous devez ou que les étudiants attendent de vous? Je dis ça parce que vous parlez de liberté et de responsabilité. En effet, il n'y a pas de responsabilité sans liberté. Et je dirais, la responsabilité, c'est le fondement de la liberté. Mais de quelle liberté parlez-vous? Et de quelle liberté souhaitez-vous que vos étudiants puissent jouir de quelle liberté? Alors, sur la question de la liberté, c'est libre arbitre. C'est-à-dire que, voilà, moi, ce qui fonde aussi une société dans la liberté, c'est aussi la liberté de penser, l'autonomie de penser, ce fameux libre arbitre. Je fais un petit détour pour vous raconter l'histoire de cette école. Cette école a été créée il y a 120 ans par une femme journaliste au moment de l'affaire Dreyfus, qui est très amie avec Émile Durkheim, donc l'inventeur de la sociologie en France, et qui, au moment en fait, où cette sociologie naît, c'est le moment où voilà, elle voit deux France s'affronter de manière très violente, et ce qu'elle se dit, c'est que ces sciences sociales qui naissent sont une chance individuelle pour les jeunes hommes et les jeunes femmes qui peuvent y accéder, et collectivement pour pouvoir faire France, et pour pouvoir faire en sorte qu'à défaut que chacun ait le même point de vue, et pour moi c'est pas forcément un horizon heureux que nous pensions tous de la même façon, continuer à faire dispute commune. J'aime beaucoup cette expression. Créer les conditions pour que l'expression des différences, si elles existent, soit possible. Et surtout, créer les conditions pour que l'expression du point de vue soit nourrie sur la connaissance, l'ouverture et non le préjugé. D'accord, oui. C'était il y a 120 ans. Aujourd'hui, je reprendrai le même objectif et je rajouterai un autre élément, c'est que il y a 120 ans, la connaissance, l'accès aux informations était aussi une des difficultés pour pouvoir avoir justement ce recul et cette compréhension en fait des phénomènes. Peut-être qu'aujourd'hui, 120 ans après, le contexte est différent, mais l'enjeu est le même. C'est-à-dire le contexte est différent, on est sans doute saturé d'informations. Et saturé d'informations qui se prétendent être parfois des éléments de connaissance, oui. ou parfois qui se prétendent être des faits. Et là, aujourd'hui, donner à nos étudiants la capacité d'avoir le recul, d'avoir des éléments en fait pour retraiter ces informations, pour les hiérarchiser, pour aussi les remettre dans un temps long, parce que c'est intéressant quand une information arrive, que parfois elle est mise en avant d'une manière particulière. Si on reprend ce temps long, ça lui permet de lui donner aussi une place peut-être qui est un peu plus juste, un peu plus fine. Donc ça, pour moi, c'est essentiel. Il y a un autre aspect que vous n'avez pas évoqué, mais pour moi qui est vraiment quelque chose que je porte, c'est que cette formation, où vous disiez sciences politiques, relations internationales, évidemment, ce sont des fondamentaux formidables pour comprendre le monde, à la fois à l'échelle nationale et à l'échelle internationale. Mais que je pense que cette compréhension, le savoir, n'est pas l'opposé du faire. Et que inscrire ces étudiants dans une
dans une posture aussi d'apprenant professionnel, pour moi, c'est pas du tout incompatible ou antinomique avec l'acquisition des savoir-faire fondamentaux, c'est essentiel. Et si je vous donne la définition, un peu le mantra de ma vision de l'école, mon ambition, c'est faire des citoyens éclairés et de futurs professionnels accomplis. Là, on est dans une interview un peu à visée philosophique. Moi, je suis une grande admiratrice d'Hannah Arendt. Et là, je pourrais prendre Hannah Arendt sur beaucoup de volets. Là, je vais le prendre sur le volet de la citoyenneté. Hannah Arendt voit dans le travail un élément essentiel, en fait, de l'affirmation citoyenne, à la fois du point de vue individuel et du point de vue collectif. Préparer des étudiants qui ont à la fois des connaissances sur les fondamentaux, mais les préparer aussi dans un monde du travail de plus en plus concurrentiel, qu'on s'en plaigne, qu'on s'en félicite ou qu'on constate, mais les préparer à aborder cet environnement à la fois peut-être moins lisible que quand moi j'ai commencé ma vie professionnelle, qui sera en plus amené à se renouveler régulièrement et leur donner les moyens non pas de subir cet environnement, mais de pouvoir au sein de cet environnement justement être dans le choix, être dans la compréhension. Et dernier élément, je vais revenir sur l'altérité. Vous voyez, c'est une notion à laquelle je suis très sensible. Pour avoir aussi, j'ai précédemment, avant d'être directrice générale de cette école, je travaillais à la Cour des comptes. Avant ça, j'étais DG dans des grosses structures. Les collaborateurs qui faisaient la différence pour moi, c'est ceux qui étaient capables de comprendre les ressources qui étaient apportées par les autres. J'ai fait Sciences Po, je travaille avec un communicant, je travaille avec un ingénieur, avec un manager. Je comprends ce qu'ils amènent. Je comprends ce qu'ils amènent dans mon environnement, donc je suis beaucoup plus au clair et beaucoup plus efficace sur ma compréhension de la valeur ajoutée dans ce projet et sur le produit fini. Et donc ça, c'est évidemment une vertu professionnelle, mais dans le fond, c'est aussi une formation à l'ouverture à l'autre. Complètement, mais j'entends ce que vous dites, mais est-ce que cette ouverture, est-ce qu'à vos étudiants, vous leur donnez les clés de changer le monde ? Je dis ça parce que Pierre Bourdieu souligne que pour vouloir prétendre changer le monde, il faut d'abord changer le regard sur le politique et donc sur la cité. Est-ce que finalement, dans votre école, à vos étudiants, vous leur proposez non pas de prétendre changer le monde, mais de changer leur regard sur le monde ? Forcément oui. Forcément oui, parce que quand tout à l'heure j'insistais sur la notion de libre arbitre, c'est donner autant que possible à nos étudiants les moyens d'avoir un regard propre. Oui. Alors moi, est-ce que je dis qu'il doit avoir ce regard propre pour changer le monde ? Je ne sais pas. Mais ce regard propre, autonome, assumé, sera forcément un gage en fait d'une vision plus fine du monde et d'une capacité d'ouverture. Et ça me plaît. Et après, si je vais vous citer Hannah Arendt une seconde fois, parce que vous m'y invitez, ce qu'elle dit d'intéressant, et je pense que c'est un vrai enjeu en fait d'éducation, c'est que l'éducation, c'est transmettre l'ancien. Mais c'est transmettre l'ancien en fait aux nouveaux arrivés dans ce monde, mais pour leur permettre aussi de créer de la nouveauté, de faire advenir du nouveau. Donc on a cette espèce d'équilibre entre transmettre l'ancien, mais transmettre l'ancien non pas pour figer les choses, mais pour permettre aussi sur cette compréhension en fait de ce qui a pu être fait, ce qui a pu être vécu, les expériences humaines précédentes, donner aussi une liberté de création aux jeunes en fait qui sont inscrits dans ce système d'éducation. Vous me permettez de rebondir sur malheureusement il reste 1 ou 2 minutes, on va faire court, mais vous avez été Laetitia Louette, présidente du club 21e siècle, oui, tout à fait. Sur la diversité, l'égalité, des choses dont vous parlez. Quelle est, en quelques minutes, quelle est la spécificité, les caractéristiques de ce club ? Alors, les caractéristiques et ce pourquoi j'ai eu un immense bonheur en fait à présider ce club, c'est la vision, c'est de se dire que la diversité est un sujet qui concerne tous les Français. C'est un sujet en fait, c'est un sujet de rapport à l'autre, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et qu'on ne doit surtout pas penser que c'est l'apanage de ceux qui en sont issus.
évidemment ceux qui en sont issus ont sans doute une préoccupation particulière, mais travailler sur cette question, c'est créer les conditions en fait d'une société globale, plus épanouie, plus heureuse, et je le dis souvent plus performante économiquement. Et performante économiquement, on peut penser que c'est cynique, mais mettre en avant la performance économique, c'est aussi changer le regard sur l'autre. Si on parle de performance économique que peut amener une personne, c'est qu'on regarde du côté de sa valeur. Oui. Alors que très souvent, la diversité, on la met en avant pour montrer les craintes, les difficultés. Oui, ce que j'allais dire, pourquoi la diversité fait peur, fait-elle peur? Souvent, elle fait peur. Parce que je pense que c'est l'autre. C'est l'autre qu'on ne connaît pas, et ce qui permet en fait de créer un rapport apaisé et même constructif à l'autre, c'est dès qu'on commence à intégrer de la connaissance et de l'ouverture. Deuxième élément sur le club, dans un pays dont je suis extrêmement fière, mais voilà, on peut être fier et se dire aussi que tout n'est pas parfait, on est sans doute beaucoup sur les principes, alors que, et parfois sur aussi un petit dénigrement sur les faits, le faire. Et moi, je crois fondamentalement à la valeur du faire. Et c'est par le faire, par le pragmatisme et les projets concrets qu'on est digne à la hauteur des principes qu'on promeut. Donc là, pour le club, ça se traduit en fait par des actions concrètes, notamment dans le domaine du travail, le monde du travail, et dans le domaine de l'égalité des chances. Dernier aspect, c'est de se dire si finalement une valeur, on la veut, on la présente comme positive, soyons cohérents, et plutôt que de mettre uniquement les difficultés en avant, la lutte contre les discriminations, les violences dans les banlieues. Alors voilà, je le dis toujours, je serai la première à être intraitable sur la lutte contre les discriminations. Ce sont des droits fondamentaux. Mais on ne peut pas traiter la question de la diversité uniquement en la prenant sous l'angle du respect des droits fondamentaux si on ne change pas le regard. Et pour changer le regard, sans doute mettre davantage en avant les exemples de réussite. Montrer de manière très concrète ce que la diversité apporte d'un point de vue éthique, d'un point de vue de la cohésion sociale, ça c'est sûr, mais du point de vue aussi du fonctionnement des entreprises. Parce que par les entreprises, je reviens à Hannah Arendt, c'est les conditions de la citoyenneté. C'est le lieu où on produit des valeurs individuelles et collectives, l'entreprise. Donc quand les entreprises jouent le jeu de la diversité et qu'elles voient que ça fonctionne, c'est le regard qu'on porte les uns sur les autres, sur la valeur de chacun et la valeur du groupe qui évolue. Faut-il encore que les entreprises soient ouvertes à cette... mais c'est pour ça que je parle volontiers, j'insiste volontiers sur le sujet de performance économique, c'est-à-dire quand les grandes entreprises soumises à la concurrence internationale, parce qu'elles voient aussi d'autres pays qui mettent ce sujet-là en avant et qui montrent en fait par des études extrêmement poussées que cette diversité c'est une source de performance, les grandes entreprises françaises s'y mettent, et je pense qu'à un moment, d'autres s'y mettront. Mais moi je crois, alors, ou bien on peut être sur l'injonction en disant c'est pas bien de ne pas mettre en avant la diversité, ou on peut être sur une espèce de discours très abstrait en disant ce serait quand même formidable, c'est l'idéal républicain. On est sur quelque chose où on est au service de valeurs, mais en amenant la preuve par le concret que cette diversité, finalement, on a un intérêt individuel et collectif à y aller. C'est ça. Laetitia Alouette, merci beaucoup de m'avoir reçu. C'est moi qui vous remercie. Et peut-être une dernière... à tous les milliers d'étudiantes et les étudiants qui vous regardent aujourd'hui, quel message d'espérance pouvez-vous leur offrir? J'ai assez envie de dire que par rapport à ma génération, et tant mieux, j'ai le sentiment que les biais qu'ils peuvent avoir, peut-être le regard un peu restrictif ou réducteur que ma génération a sans doute davantage porté, moi je vous trouve beaucoup plus libre. Et c'est forcément une richesse, parce que cette liberté, elle induit une ouverture aussi dans le rapport à l'autre, une créativité. Et moi, je suis admirative des capacités d'engagement et parfois même de révolte que vous avez, parce que ça veut dire qu'on est sur ce que vous portez individuellement et collectif, sur des conditions très fortes de pouvoir créer une société plus unie, plus responsable, et moi je le pense aussi plus heureuse, avec un autre modèle, mais plus heureuse. Laetitia Alouette, merci beaucoup. Merci à vous, j'étais ravie, merci. Vraiment merci, et permettez-moi de terminer par une citation dont vous avez cité l'auteur, en tout cas vous l'avez nommé tout à l'heure, de Simone Veil. Alors laquelle, la philosophe ou Non, la politique. D'accord. La politique qui souligne « Ma revendication en tant que femme,
c'est que ma différence soit prise en compte et que je ne suis pas contrainte de m'adapter au modèle masculin. Laetitia Alouette, merci d'être vous-même dans ce monde. Merci d'être cette femme inspirante et combative. Merci. Et tous mes vœux de succès pour la suite de votre parcours qui s'annonce. Écoutez, je vous renvoie mes vœux de succès aussi. Et puis merci pour ce que vous faites. Merci infiniment. Et merci d'être qui vous êtes. Merci Laetitia.